Coucou le monde et bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2025. J'en profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux si t'as pas vu passer le mot que j'ai pu partager pour la bonne année sur Instagram. Si tu me connais pas, que tu me découvres, tu peux aller jeter un œil Instagram, Olivia Phoenix. Et au-delà des traditionnels vœux de bonheur et puis de santé et puis d'argent, tout ça, j'ai surtout envie de te souhaiter beaucoup d'amour, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour à partager, de l'amour de cette terre qui nous accueille, de tous les êtres qui y vivent, de cet amour qui nous relie au-delà de l'apparence, cet amour de la vie que tu es, de la vie qui t'entoure. Parce que j'ai pas envie de faire dépendre ton état intérieur de toutes les circonstances extérieures auxquelles tu peux être confronté. Alors quel que soit ton état de santé, quel que soit l'état de tes finances, quelles que soient les expériences qui seront les tiennes cette année, je te souhaite vraiment de pouvoir te relier en toi à cette source d'amour, de joie, de paix que tu peux générer de l'intérieur. Et je te souhaite vraiment d'être auprès de ton cœur chaque jour un peu plus, quelle que soit la réalité qui est la tienne. Pour cette première vidéo de l'année, qui est aussi du coup ma toute première vidéo long format, parce que j'ai lancé cette chaîne en fin 2024, il y a très peu de temps, avec un tout petit test de guidance. Et aujourd'hui, je viens du coup pour une première vidéo où je vais un petit peu plus m'étendre, un petit peu plus discuter avec vous, partager autour de la passion des cartes. Du coup, j'ai eu envie de faire ce partage en réutilisant le hashtag #EndOfYearTarotTag, qui à la base avait été initié par la chaîne Channel Days, que je connaissais pas parce qu'elle est en anglais. Mon niveau d'anglais, il n'est pas assez bon encore pour suivre les youtubeuses de la sphère carto en anglais, malheureusement, mais ça viendra, je l'espère. Moi, j'ai découvert ce tag à travers le repartage du coup de Yéna, de la chaîne Yéna Soul Shadow, puis de Audrey Tarot de l'ombre et Hélène de Tarot et Potin, que tu peux retrouver sur YouTube et aussi sur Instagram. Voilà, ça m'a inspirée pour un petit peu démarrer l'année. À la base, ce challenge, il est fait de 13 points autour desquels on partage pour faire une petite rétrospective de la pratique du tarot sur notre année. Moi, j'ai eu envie d'aller jusqu'à 24 points. Du coup, j'ai un petit peu élargi le challenge. J'ai rajouté plusieurs thématiques que tu verras au fil de la vidéo. Et voilà, ce sera l'occasion d'élargir, de papoter plus longtemps, de te montrer plus de jeux, de se permettre plus de digressions. Et j'espère que tu apprécieras passer ce petit moment avec moi. Je pense que ce sera une vidéo qui sera peut-être en 2 ou 3 parties, parce que du coup, voilà, j'ai pas envie de me limiter, j'ai pas envie de regarder l'heure pendant que je tourne la vidéo. On commence tout de suite avec le point numéro 1. Avant ça, je vais te dire que très honnêtement, j'ai pas du tout envie de passer du temps à faire du montage. C'est pas mon truc. Donc cette vidéo, on va se la faire au feeling, en freestyle. Ce sera naturel, avec les petits bugs qu'il peut y avoir, les petites imperfections, les digressions. Voilà, on y va naturel. J'espère que ça te plaira tout de même. Et c'est parti avec le point numéro 1 qui est: quel est le jeu? Moi, je t'en montrerai plusieurs, du coup, les jeux que j'ai le plus utilisés sur l'année 2024. Alors, je vais te le faire en 2 temps. En premier temps, ce sera le jeu que j'ai le plus utilisé en consultation. Parce que c'est pas les mêmes jeux, du coup, qui sont le plus revenus pour les consultations ou pour ma pratique personnelle intime. Alors, en consultation, je suis vraiment pas la plus originale. Le jeu que j'ai le plus utilisé, c'est le tarot Marseille Waite, qui est déjà sorti il y a plusieurs années, que tu connais sûrement. Tu vois, il a sa petite pochette dédiée là, avec les petits chats. Alors, ce tarot, il avait été créé, je te montre la boîte quand même, je l'ai mise à côté. Il était sorti aux éditions Trajectoire, il était créé par Emmanuel Iger et Alice Laverty, qui ont vraiment fait un travail exceptionnel de recherche pour créer ce jeu. Donc en fait, c'est un tarot très classique, mais qui va reprendre les illustrations majeures se rapprochant davantage du tarot de Marseille.
tu vois sur la carte du monde de l'ermite, avec pour les cartes mineures, les illustrations de type Rider-Waite-Smith, donc avec des scènes illustrées, des scènes de vie, qui visuellement sont quand même plus parlantes en consultation visuellement, pour permettre à tout un chacun, même sans connaître les cartes, de pouvoir s'y projeter. J'adore ce jeu. Moi, j'aime beaucoup le Rider-Waite-Smith traditionnel. Je reviens très souvent à la base comme ça. Mais c'est vrai que les illustrations, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et ce jeu-là, il va reprendre du coup cette imagerie, mais en utilisant des illustrations de l'époque Moyen-Âge qui me plaisent énormément. J'aime beaucoup les tons de couleurs. Et pour ce faire, Emmanuelle et Alice, elles ont été chercher des enluminures de l'époque qu'elles ont ensuite retravaillées pour pouvoir recréer chaque carte de la façon la plus fidèle possible. Donc c'est un jeu qui est déjà super connu, qui a plusieurs années, donc je ne vais pas t'en montrer davantage. J'adore cette carte de la mort sur fond rouge qui fait vraiment sens pour moi. J'aime beaucoup les cartes de la mort qui vont être sur fond rouge et sur fond noir. J'en retrouve dans quelques jeux, dans 2 ou 3 tarots de Marseille revisités que j'ai. C'est vrai que la mort, on va souvent tendance, alors oui, c'est une carte pas de mort au sens physique, quoique peut-être que ça peut l'être, mais c'est pas ma façon de pratiquer. Mais ça va être une fin de cycle, une étape où il va falloir lâcher une forme de deuil de quelque chose, où ça va couper net pour pouvoir ensuite se transformer, se transcender et redémarrer sur un autre cycle. Mais dans la carte de la mort, on est quand même au moment où ça vient où la faux, là, elle vient couper dans le tas et où ça pique. Et ce fond rouge, là, pour moi, il évoque quand même ce moment bouleversant, ce moment qui vient te chercher dans le fond de toi-même avant que la renaissance soit possible. Il y a quand même souvent une étape très inconfortable, assez vive et tranchante à passer. Et je trouve que le fond rouge le représente à merveille. Donc ça, c'est le jeu que j'ai le plus utilisé en consultation. Peut-être pas des plus originaux, mais pour moi, clair, efficace. Je l'aime beaucoup. Les cartes sont pas très épaisses, elles sont fines, mais c'est un cardstock de bonne qualité qui tient dans le temps. Parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise et vous voyez les bordures. Voilà. C'est pas déchiré de partout. Je l'aime beaucoup. Donc le tarot Marseille Waite des éditions Trajectoire. Et le deuxième jeu que j'ai le plus utilisé en consultation, c'est pas non plus un jeu que j'ai acheté cette année, je l'ai depuis au moins 2 ans, je l'ai acheté quand il est sorti. C'est un deck indépendant de Jamie Sawyer, qui est le Out of Hand Tarot Deck. Alors, ce jeu-là, je l'aime énormément. Il n'était pas disponible à l'achat en France jusqu'à présent, mais il me semble avoir vu passer l'info que Jamie Sawyer avait sorti une campagne Kickstarter pour le publier en petit format et que le Nicolas du Salon des Arcanes s'était mis sur le coup pour s'en procurer. Donc peut-être, info à vérifier, hein, peut-être que ce sera possible en 2025. Cette carte de la lune est trop belle. Voilà, ça me parle beaucoup, le miroir de notre intériorité, là, de tous ces recoins qu'on n'a pas l'habitude d'aller éclairer. Le miroir aussi qui peut être un miroir déformant, de se perdre un petit peu dans l'illusion. Donc ce tarot-là, je l'avais acheté dès sa sortie. Le concept, ça va être en fait, vous avez vu sur la plupart des cartes, comme le nom du tarot l'indique, il va focaliser la scène sur les mains des personnages.
Ce qui en fait permet d'avoir un petit peu la sensation que ce sont nos mains, que nous sommes l'acteur de cette scène que nous sommes en train de vivre, et ce qui permet en fait de se projeter dans la carte d'une façon qui est super intéressante, que moi j'apprécie beaucoup. Il va suivre, en étant complètement revisité, mais il va quand même suivre la construction du Rider-Waite-Smith classique, mais avec des scènes qui vont être beaucoup plus modernes, qui vont parler de nos vies très concrètes. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup l'utiliser en consultation. Et cette année, j'ai eu grand plaisir à le ressortir davantage. L'année dernière maintenant, parce que ça y est, on est en 2025, je te montre le dos de deck. C'est super qualité, le jeu est mat. Autre chose qui est intéressant sur ce jeu-là, que je peux te partager, c'est que, regarde ce 5 de bâton, il est trop chouette. C'est que, alors je vais te montrer un exemple où visuellement ça parle, voilà. On a là par exemple le 9 de denier. Donc c'est une scène revisitée, mais pour pouvoir retrouver les symboles du Rider-Waite-Smith, en fait elle les a, la créatrice, incrustés, souvent sur la peau ou les vêtements des personnages. Ce qui permet d'aller retrouver un petit peu l'essence des symboles comme ça du Rider-Waite classique pendant un tirage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce tarot. Donc tu vois là on retrouve le rapace qu'on a sur la carte du 9 de denier, avec les vignes, l'escargot également. Et pas sur toutes les cartes, mais sur de nombreuses cartes. Dans le page d'épée qui est ici un créateur de podcast. J'adore l'analogie. Voilà, là tu vois sur la carte du roi de coupe, on retrouve ici le bateau avec la mer, les vagues. On va retrouver sa couronne, ici sous forme de bague aussi. C'est plein de petits détails qui sont vraiment bien intégrés dans l'illustration, je trouve. Et on va également retrouver des symboles astro. Là, tu vois, tu as par exemple Jupiter en balance. Donc c'est un jeu que j'ai énormément utilisé en consultation parce que pareil, hein, il permet de se projeter assez facilement, même si la personne est complètement novice en termes de tarot. Et les scènes de vie très concrètes, modernes, vont permettre de se rattacher plus facilement à nos réalités que ce que ça peut être parfois avec le classique. Alors j'ai un petit reste de bronchite dans la gorge là, donc de temps en temps si je tousse, j'en suis désolée. J'essaierai de m'éloigner du micro. Là tu vois le 5 de denier, c'est la facture montant due, hein, facture impayée. Et on a du coup la personne qui est en train de calculer un petit peu comment elle va pouvoir s'en sortir. On retrouve ici l'idée de l'église et du clocher de la carte du Rider-Waite-Smith classique. Et on a là des jeux à gratter, de l'auto. Donc comme si elle est en train d'examiner les différentes manières dont elle pourrait, puis le facteur chance, entre guillemets, qui pourrait peut-être aussi faire tourner la roue. Alors on a une vétérinaire a priori pour le cavalier de coupe. J'aime beaucoup. Voilà pour te montrer un petit peu le out of hand tarot que j'ai beaucoup utilisé en consultation pour l'année 2024. Le petit livret qui va avec est super bien fait. Il explique de façon succincte mais tout à fait suffisante les scènes qui ont été choisies et de quelle manière on retrouve les éléments sur les cartes du Rider-Waite-Smith classique à chaque fois. Donc voilà, ce jeu, coup de cœur depuis plusieurs années. Ensuite, je
continue du coup avec les jeux les plus utilisés en 2024, mais cette fois-ci du côté personnel de ma pratique vraiment intime. Le jeu que j'ai le plus utilisé, c'est le Jean Noblet tarot. Le tarot Jean Noblet qui serait estimé à peu près aux années 1650. Ici restauré par Jean-Claude Flornoy des éditions letarot.com. Alors, le tarot de Marseille, c'est mon premier amour. C'est par lui que j'ai découvert le tarot il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, tu vois, il a sa petite boîte là qui me suit partout, sur la table de nuit, dans le salon. Je le trimballe absolument partout. Et j'avais un petit peu laissé le tarot de Marseille de côté les années précédentes. Parce que voilà, j'étais beaucoup plus allée fouiller dans toutes les créations autour du Rider-Waite-Smith qui sont quand même beaucoup plus nombreuses. Et fin 2023, début 2024, j'ai vraiment senti cet appel à revenir au Marseille. Si tu me suis sur Insta, tu avais peut-être pu voir qu'à un moment donné, c'était fin 2023, début 2024, où je m'amusais sur mes petits tirages ouverts à 3 cartes, à redessiner dans mon carnet, sous forme d'esquisse, de croquis, les arcanes, ce qui permet de s'en imprégner d'une autre façon. Et j'aime beaucoup ce Jean Noblet là parce que, alors son format, qui est vraiment parfait à trimballer partout, super agréable à utiliser, le cardstock, simple, efficace, comme j'aime, pas trop plastifié. J'aime beaucoup l'expression des personnages. C'est un tarot de Marseille de type 1. Alors si tu ne connais pas les différences, tu pourras, je pense, facilement trouver des vidéos sur YouTube qui t'expliqueront les différences entre les tarots de Marseille type 1 ou type 2. Un exemple, là par exemple sur la carte de la lune, celui-ci est un type 1, on a la lune qui apparaît de face, alors que sur les tarots de Marseille de type 2, elle apparaît de profil. Donc je suis beaucoup revenue au tarot de Marseille cette année et celui-ci honnêtement c'est celui que je me suis le plus tiré. Regarde la tête de cette impératrice. Ce sont des traits simples et pourtant je trouve qu'ils expriment beaucoup de choses. Donc voilà, il est assez connu également. Donc je passe assez vite. Notre pape. Donc celui-là, c'est clairement celui que j'ai le plus utilisé cette année, l'année 2024. Et du coup, quelle ne fut pas ma joie quand j'ai vu que Iéna nous sortait une formation pépite sur le tarot de Marseille et à travers la vie du King of Pop, Michael Jackson, dont elle nous a fait cadeau du coup en fin d'année là pour Noël 2024. Vraiment extra, je te recommande d'aller jeter un œil. Tu pourras retrouver les infos, je pense, sur son Instagram Soul Shadow Tarot ou Soul Shadow Museum. Donc celui-ci, c'est le premier, le plus utilisé dans ma pratique perso sur l'année 2024. Et il y a 2 autres jeux. Milieu d'année, le plus utilisé, ça a été le Tarot Lookbook. Donc publié en indépendant chez Tarotmania. Tarotmania qui est une édition créée par Eugène Vinitsky. Et ce jeu-là s'est fait en collaboration avec Sergei Savchenko. Alors, je l'ai mis dans une autre catégorie, le lookbook. Donc, brièvement, voilà, ça a vraiment été une des pépites de mon année. Je ne me lasse pas de m'y plonger, de l'explorer. J'adore son imagerie. J'adore le travail historique qui est derrière.
mais je t'en reparlerai tout à l'heure pour la seconde catégorie dans laquelle j'ai mis ce tarot. Donc, un peu de suspense. Et je te montre un peu plus près la boîte qui est vraiment trop jolie avec cet effet bois là. J'y suis vraiment sensible. Voilà, voilà. Dernier jeu que j'ai le plus utilisé, alors du coup plutôt sur la fin d'année cette fois, que j'ai attendu avec impatience parce que j'ai suivi un petit peu sa reconception par les éditions Tarot Collectibles. C'est le JK Tarot ou Jupiter King Tarot. Ici, c'est la réédition de la version de 1989. Alors, ce tarot, c'est un tarot historique, un tarot vintage assez connu et qui était assez recherché par les collectionneurs, mais qui n'était plus édité depuis longtemps et qui était à des prix exorbitants d'occasion. Je crois que je l'avais vu passer entre 400 et 600 euros. Donc l'auteur c'était Alexandria Mokuseiyu, j'espère que je le prononce bien, qui est japonais, donc qui est une référence en termes de tarot, de cartomancie et d'ésotérisme au Japon. C'est un monsieur qui a maintenant un certain âge. Et à l'origine, ce deck était sorti, alors j'ai plus la date, il me semble que c'était dans les années 70, une première fois, mais avec des traits assez vieillots. Puis il était ressorti en 1989, où cette fois les traits avaient été un petit peu modernisés, les couleurs aussi. Alors, le JK Tarot, c'est un tarot qui reprend le Rider-Waite-Smith assez classique, mais avec des couleurs tout à fait atypiques. On retrouve sur les majeurs les symboles de cartes hébraïques qui sont associés. Et sur de nombreuses arcanes majeures, on sent très fort l'influence Marseille, ou certaines petites choses comme la direction de certains personnages ou leurs costumes ont pu être changés pour faire un clin d'œil au tarot de Marseille. Là, notre ermite, là. La palette couleur de ce jeu, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Regardez ce chariot sur ce fond mauve là. Donc je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup cheminé avec lui à partir de fin d'été, automne il me semble. Oui, c'est des détails, hein. Mais sur la grande prêtresse du Rider-Waite-Smith, là, elle tient à un parchemin, plutôt, il me semble. Alors que sur le Marseille, elle tient un livre. Et on retrouve là à nouveau un livre. Cette lune qui fait très cosmique, pour le coup, je trouve. Voilà, les couleurs là, du 10 d'épée. Sur la carte du pendu, c'est intéressant aussi parce que sur le Rider-Waite-Smith classique, on avait, je crois que les piliers qui soutiennent la poutre là, de bois, avaient disparu, ils n'apparaissaient plus, alors qu'ils sont bien visibles dans le Marseille. Et il y a également, donc on les retrouve là, et il y a également la tenue ici du pendu. Si vous regardez bien le tarot de Marseille, on retrouve le même type de vêtements. Les personnages de cour dans ce jeu, je les aime vraiment beaucoup. Les couleurs, elles font une sacrée différence. L'as d'épée sur fond rouge, on sent le côté vif et tranchant. Alors par contre, moi, il y a une chose qui m'interpelle dans ce jeu. Vous me direz si vous remarquez, si vous l'aviez remarqué. Toutes les femmes
Mais toutes, hein. Toutes les femmes sont blondes. Alors, est-ce un goût personnel du créateur? Je ne sais pas. Mais moi, ça m'avait interpellée. Parce que pour les hommes, on a les deux. Mais pour les femmes, elles sont toutes blondes. Ce cavalier d'épée, là. On sent la précipitation avec ce ciel-là, rouge et jaune. Donc voilà pour le JK Tarot. Vous voyez sur la carte du soleil, on retrouve comme sur le tarot de Marseille... Ah non, je dis une bêtise. On retrouve le cheval comme sur le Rider-Waite-Smith classique. En revanche, on retrouve deux personnages comme sur le tarot de Marseille. L'empereur, qui se retrouve à nouveau de profil, comme c'est le cas dans le tarot de Marseille. Voilà le jaune pour le 3 de coupe, là où on sent vraiment la joie. L'as de bâton aussi. La vitalité, la créativité, l'élan. Je trouve que les couleurs font vraiment ressortir de façon super intéressante l'énergie des cartes. Alors cette force, c'est vraiment un coup de cœur. Avec cette énorme guirlande de roses qui relie la femme au lion. Voilà pour le JK Tarot. S'il y a un jeu pour lequel vous auriez envie que je m'attarde dessus davantage, plus en détail, pour vous en parler carte par carte, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire, parce que ce sera un plaisir, mais de savoir ce qui peut vous intéresser. Donc ça, c'était pour les 3 jeux que j'ai le plus utilisés dans ma pratique personnelle et intime pour l'année 2024. Et les cartes sont d'une très belle qualité, comme tous les jeux de tarot collectible. Alors, on va passer au point numéro 2. Des jeux que je n'ai pas utilisés en tirage, mais que j'adore. J'ai choisi 2 jeux que j'ai utilisés tous les 2, mais pas en tirage. Pas encore. Je vais vous parler d'abord du Otaku Tarot, qui a été créé en 2024 par Hélène du compte Instagram et YouTube Tarot et Potin, si tu veux la retrouver. Donc c'est une création qu'elle a fait en petite édition indépendante. C'est un tarot pop culture qui va pour chaque carte reprendre des personnages, des paysages, des éléments qu'on va retrouver dans la pop culture, notamment principalement dans des séries, des films, mais aussi des livres, de pas mal d'univers différents, et dont de nombreux univers qui me parlent beaucoup. C'est pour ça que j'ai souhaité l'acquérir, en plus de pouvoir soutenir la création d'une personne dont j'apprécie les partages. Donc ça, ce sont toutes les cartes supplémentaires, parce que dans ce jeu, Hélène nous propose de nombreuses alternatives. Donc on a beaucoup de cartes pour lesquelles on a le choix. Voilà, pour le 6 de coupe, pour le 3 de coupe. Vous reconnaissez Dexter pour le diable. Et c'est vrai que des tarots pop culture, il y en a. Je trouve ça assez chouette pour approfondir, voir les cartes sous un autre angle, de se rapprocher comme ça, de croiser avec la pop culture. Mais c'est pas toujours des références qui me parlent. Dans ce tarot-là, en fait, il y a beaucoup de références qui me parlent. Donc, c'est vraiment assez sympa de retrouver certains personnages comme ça
la richesse des univers pour explorer le tarot. C'est un jeu qu'elle a créé avec l'intelligence artificielle, puisqu'elle ne dessine pas. Alors, pourquoi c'est un jeu que je n'ai pas utilisé en tirage? Alors, j'ai pu tirer juste une carte comme ça 2 ou 3 fois en inspiration, mais je ne l'ai pas utilisé pour faire des tirages plus développés. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne connais pas toutes les références qu'il y a dans ce jeu. Alors, ce qui n'est pas grave parce que Hélène nous a fait un super livret vraiment approfondi, détaillé sur chaque carte pour nous parler de l'œuvre dont il est question, nous détailler le personnage, sa personnalité, son histoire. C'est vraiment très 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 riche. C'est un très beau livret qu'elle nous a fait. Mais ça me demande du coup pour de nombreuses cartes d'aller fouiller dans le livret, de faire pas mal de lectures, de peut-être moi faire des recherches derrière pour aller voir des extraits de vidéos, etc. pour m'en imprégner. Là on a, vous voyez, le château de Disneyland pour le 6 de coupe, ce qui est vraiment plutôt bien trouvé pour le monde de l'enfance comme ça. Magique de l'enfance, on a Harry Potter en page de bâton. Donc c'est vrai que quand je fais des tirages, j'aime quand même moi pouvoir avoir quelque chose d'assez fluide. Quand je visualise mes cartes, que ça puisse me venir de façon intuitive. Et là, pour certaines cartes, ça va être le cas, comme pour celle-là, le Avatar, on reconnaît ici avec le 6 de denier. L'équilibre des échanges entre la Terre et les êtres qui la peuplent. Ça me parle beaucoup. Et il y a certaines cartes pour lesquelles j'ai pas la ref. Et du coup, c'est pas fluide pendant les tirages. Ce qui fait que pour l'instant, E.T. pour le monde. Oh là là, cette carte est trop trop jolie. Elle me touche. Le professeur Xavier, ça c'est toute mon adolescence, les X-Men. Très bien trouvé pour le Hiérophante, je trouve. Et voilà, celle-ci par exemple, j'ai pas la ref. Là c'est Grey's Anatomy. Là j'ai pas la ref non plus, je n'ai pas vu cette série. Donc voilà, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à l'étudier, à me plonger dans le livret, à découvrir petit à petit les personnages que je ne connais pas. Mercredi Adams pour le 4 de coupe. Une deuxième raison pour laquelle je ne l'ai pas encore utilisé sur des grands tirages, c'est que, alors je ne sais pas vous, mais je vais vous donner un exemple. Personnellement, quand je fais un tirage à plusieurs cartes et que je me retrouve, on va y aller, hop, et que je me retrouve devant des gros plans, des portraits comme ça, de personnages, plutôt que des scènes, je trouve que c'est pas si évident de s'y projeter en termes d'interaction entre les cartes. Et au-delà de l'emplacement de chaque carte, j'aime beaucoup faire des tirages libres et j'aime voir comment les cartes interagissent entre elles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du directionnel sur les cartes. Voilà, les personnages vont être tournés vers la droite, vers la gauche, de face, qui peut permettre quand même du coup d'aller travailler comme ça les interactions entre les cartes. Mais le fait d'avoir des gros plans de portraits, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Donc à voir par la suite. En tout cas, c'est une création que j'adore, quoi qu'il en soit. Je félicite vraiment Hélène de Tarot et Potin pour cette petite pépite qu'elle nous a sortie, sur laquelle elle a certainement travaillé des années, puisque ce sont vraiment les références qu'elle s'est créées au fur et à mesure de sa pratique du tarot. C'est une super qualité de carte. Donc, je crois qu'elle a fait une deuxième impression. La première était en rupture, mais il me semble qu'elle a fait une deuxième petite impression. Tu peux peut-être la contacter si tu es intéressé.
Donc voilà pour un jeu que j'adore, mais que je n'ai quasiment pas utilisé en tirage. Un deuxième jeu, c'est un énorme coup de cœur là, de cette fin d'année que j'adore, mais que je n'ai pas utilisé en tirage. En revanche, je l'ai énormément utilisé en projection, en méditation, en contemplation, en visualisation. C'est le Location Tarot, édité par Destiny. Ici, c'est la seconde édition que j'ai pu acquérir en passant par Audrey de Oracle Inzel, évidemment, que tu peux retrouver sur Instagram si tu es intéressé par les Destiny. Alors, ce jeu-là, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Je me le suis enfin offert cette année et je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment une pépite. Je trouve que c'est super intelligent, super intelligemment pensé. Alors voilà le dos de deck. Les tranches rouges brillantes de Mille-Feu. Alors c'est pas forcément mon truc, les tranches brillantes. Mais là, pour le coup, celles des Destiny, elles sont assez qualitatives. Elles durent beaucoup plus dans le temps que d'autres dorures. Alors, le principe de ce jeu, c'est que sur chaque carte, en fait, on a le paysage des cartes classiques du Rider-Waite-Smith. Alors, qui a bien sûr été redessiné. Hein. C'est de la peinture, peut-être de l'aquarelle, je ne sais pas. Et on a uniquement, en fait, au premier abord, on a uniquement le paysage de la carte, comme ça, qui nous apparaît, dans lequel on peut aller se plonger. Et je trouve ça absolument génial, en fait, pour pouvoir ressentir l'ambiance, l'atmosphère. Voir de quelle façon notre sensibilité, elle se connecte à cela. Qu'est-ce que ça ouvre en nous? Qu'est-ce que ça vient toucher? Où est-ce que ça nous emmène? Dans quel ressenti? Mais pour pas s'y perdre, parce que quand même il y a certaines cartes, alors celle-là on peut reconnaître assez facilement peut-être le 8 de coupe, je sais pas si vous l'aviez, mais pour d'autres cartes, parfois c'est pas évident. Il y a des cartes qui peuvent se ressembler. Là on reconnaît le 4 de coupe, en tout cas moi je le reconnais. On a des cartes voilà, qui paraissent évidentes et d'autres. Ah ben là c'est vachement moins facile entre ces trois cartes par exemple. Bien qu'on pourrait y trouver des indices. Mais du coup, ce qui est super malin, c'est qu'en fait, sur les cartes, on a un ajout au vernis sélectif. Alors, il faut que je trouve l'angle de lumière pour vous le montrer. Voilà. On a en fait les personnages de la scène qui vont apparaître comme ça, à la lumière, au vernis sélectif. Mais qui, si vous avez la carte face à vous, comme ça, n'apparaît pas. Donc ça permet quand même de pouvoir tirer avec, de s'y retrouver, mais de profiter pleinement de la plongée comme ça dans les paysages. Vraiment, pour moi, c'est une des créations, je pense, qui serait dans mon top 10. Ça, c'est une carte additionnelle sur laquelle on a Pamela Colman-Smith, je crois, qui est donc l'illustratrice du Rider-Waite-Smith classique. Donc là, on peut reconnaître la grande prêtresse. Ici, on a le 10 d'épée. J'espère que ça rend bien à la vidéo, que vous avez une bonne luminosité. La tour, le 4 d'épée. Alors déjà, je trouve que la façon dont les paysages ont été repris à la peinture, là, c'est vraiment sublime. C'est un artwork qui me plaît beaucoup. Alors, je ne sais pas exactement qui a fait le dessin, parce que on a 3 créateurs qui sont cités. Alors, l'auteur. On a un auteur, on a une personne pour l'artwork, je ne prononce pas parce que je vais écorcher les noms, et l'artiste. Donc, je pense que l'artiste...
Est-ce que c'est du coup l'artwork ou l'artiste pour la peinture et l'autre pour le vernis sélectif? Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment sublime, très bien pensé. Je trouve que chaque carte est vraiment une petite œuvre d'art qui mérite le détour à elle seule, quoi. Et est-ce qu'on va réussir à faire apparaître le fou? Voilà, salut. L'étoile. Oh, là, c'est le 3 d'épée. Voilà. Voilà pour le deuxième jeu que j'adore, mais que je n'ai pas encore utilisé. Ici, on a l'ermite. En tirage. Alors pareil, hein, j'ai pu tirer une carte seule à l'occasion. Mais je l'ai beaucoup plus utilisé pour explorer vraiment, en fait, comme ça, l'univers, l'ambiance des cartes en me projetant dans ces paysages. En visualisation, en contemplation. Pour moi, c'est une pépite. Et tirer le tarot, c'est bien. Mais méditer sur le tarot, utiliser les cartes aussi en projection, en visualisation pour se relier à des parts de soi, c'est particulièrement riche et intéressant aussi. C'est d'ailleurs comme ça, moi, que j'ai commencé avec le tarot. C'est-à-dire que le premier que j'ai eu, c'était un tarot de Marseille. Et avant de tirer les cartes avec, parce que ça m'impressionnait pas mal, avant de tirer les cartes avec, je l'ai utilisé en fait comme support d'écriture. J'écris depuis toujours. C'est mon premier amour, ma première passion, un allié de tout temps depuis mon enfance. Et du coup, les cartes au début ont été davantage un support d'écriture un petit peu philosophique, comme ça, que je pouvais faire de moi à moi, de réflexion sur le monde, sur moi-même, sur la vie, sur l'humain, sur la spiritualité, la psychologie aussi. Donc ça a d'abord été comme ça un support d'écriture, d'inspiration pour moi, de recherche aussi. Et on va passer, sans plus tarder, parce qu'on est déjà à 42 minutes de vidéo et on est qu'au deuxième point. Alors ça promet. Troisième point, c'est parti. Jeu qui n'est pas mon style à la base, avec lequel j'ai vraiment eu un truc. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est pas un tarot, là pour le coup, mais j'étais obligée, parce que j'avais trop envie. C'est le Petit Lenormand de l'Ombre qui a été créé, auto-édité par Audrey du compte Tarot de l'Ombre, que tu peux retrouver sur Insta et sur YouTube. D'ailleurs, elle fait aussi des super vidéos passionnées de cartomancie qui sont super agréables à regarder. Puis des petits lives aussi dans lesquels on papote, que je te recommande vivement si tu as envie de te relier comme ça avec d'autres passionnés. Je bois une petite gorgée et j'arrive. Alors, c'est un petit Lenormand, comme son nom l'indique. Il arrive comme ça dans une tuck box. Regarde ça. Génial, non? Et en fait, ce petit Lenormand, elle l'a créé avec l'intelligence artificielle, qu'elle a quand même travaillé un bon moment pour obtenir le résultat qu'elle souhaitait. Il ne faut pas croire que c'est si simple d'obtenir des images cohérentes qui s'approchent vraiment de ce qu'on veut avec l'IA. Ça demande quand même de travailler, retravailler encore et encore ces prompts. Alors, pourquoi c'est un jeu? Avant de te dire ça, ce jeu-là, quand tu le tiens dans tes mains, quand tu fais un tirage avec, tu as un petit peu d'Audrey avec toi. Donc Audrey, c'est une amie que j'ai rencontrée cette année, une passionnée de tarot qui, comme moi, vit sur Toulouse. Et on a eu la joie de se trouver. Et
je suis trop heureuse d'avoir pu soutenir cette création. Et quand je tire les cartes avec ce jeu, vraiment, il est tellement imprégné de son univers, de son énergie à elle, de sa vision des cartes, que ça te donne vraiment la sensation, si tu connais Audrey, de passer un moment avec elle, quoi. C'est vraiment son univers. C'est super réussi. C'est vraiment elle, ce jeu. Alors pourquoi à la base, c'est pas mon style parce que, premièrement, bon, les univers un peu dark, creepy comme ça, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Tu vois, elle a fait des trucs vraiment atypiques. Là, par exemple, au lieu du poisson, du petit Lenormand, on retrouve un piranha. Au lieu du fidèle chien de compagnie, on a un Rottweiler, je crois. On a des personnages un petit peu zombies comme ça, qui se marient parfaitement à cet univers-là, cette forêt sombre, mystérieuse et un petit peu dark, qui nous invite à plonger dans les recoins inexplorés là, de nos profondeurs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Et c'est pas mon style de base parce que le petit Lenormand également, c'est pas un système que j'utilise. Ou alors de façon vraiment très très ponctuelle, assez exceptionnelle. C'est pas un système que j'ai. Alors j'ai des petites bases de quelques mots-clés voilà, qui vont quand même pouvoir me venir pour les cartes. Mais c'est pas un système que j'ai étudié en profondeur. Et c'est pas un système que j'ai envie d'étudier en profondeur pour le moment. Mais qui sait, ça viendra. Donc les deux seuls petits Lenormand que j'avais jusqu'à présent, ce sont les deux qui ont été créés par Célia Mélesville, créatrice, illustratrice, artisane que j'aime beaucoup. Je t'invite à aller voir son travail, Célia Mélesville, sur YouTube et Instagram également. Ce bouquet noir, je crois que c'est une de mes cartes préférées. Je le trouve vraiment sublime. La cigogne. Donc c'est pour ça qu'au départ, je ne serais peut-être pas allée vers ce jeu. Mais parce que c'est l'énergie d'Audrey, parce que j'étais trop heureuse de la soutenir, et parce que en fait ce jeu est vraiment imprégné de son univers, je suis super heureuse de l'avoir dans ma collection. Le cavalier. Et même si les univers un petit peu dark et tout comme ça, c'est pas mon truc, ben, je trouve les cartes là pour le coup vraiment très belles. Ce vaisseau là, ce bateau, bah, il me procure déjà de l'émotion quand je le regarde. Je sens que ça bouge. J'ai l'impression que ce sont mes propres os intérieurs là. Le Rottweiler. J'espère que je me trompe pas parce que je suis pas super forte pour les races de chiens. Je crois que c'est ça. La croix. La faux. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu d'Audrey, c'est que tu as deux choix de cartes pour l'homme et pour la femme. Donc tu les as vus passer, les zombies là. Dans le jeu, ça c'est l'autre proposition. Et il y a également, donc tu as quelques cartes de mots-clés, et il y a également, alors je vais le trouver, oh, j'adore le soleil aussi. Ces couleurs. Alors je voudrais trouver la carte additionnelle, voilà, qui n'est pas habituelle dans les Lenormand, et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir intégrée. C'est une carte sans nom, petit clin d'œil à la carte de la mort qui est la grande copine d'Audrey. C'est un personnage du coup, de dos, qui n'est pas nommé, qui n'est pas genré, qui peut être au choix un personnage que tu souhaites rajouter dans ton tirage, qui peut te représenter toi, qui peut avoir une signification à part entière. Tu en fais ce que tu veux. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant cette proposition dans ce jeu. Voilà donc pour... Non, là, on va mettre ça comme il faut quand même. Voilà donc pour le petit Lenormand de l'ombre d'Audrey, qui de base n'est pas mon style,
mais que je suis super contente finalement d'avoir dans ma collection. Et je trouve que c'est une réussite. Bravo Audrey pour cette première pépite que tu nous as sortie. Et il y en a peut-être d'autres à venir, mais chut. Ensuite, autre jeu qui n'est pas mon style de base, mais qui a été un énorme coup de cœur. Alors je l'ai trouvé d'occasion. Il arrive sans boîte, même quand il est acheté neuf, hein, ce jeu n'a pas de boîte. Il arrive dans ce petit pochon, un peu poussiéreux là, ouais. C'est le noir qui, tu sais, on adore, qui accroche toutes les poussières. Alors, pourquoi c'est pas mon style de base? Pareil, parce que c'est un univers un petit peu creepy, un petit peu, alors là je dirais même un petit peu glauque par moment. Un univers qui est plutôt surréaliste, assez étrange entre... on ne sait pas trop si on est dans un monde de science-fiction, on ne sait pas trop, mais il est hyper pertinent. Il nous amène à voir les arcanes parfois sur certains aspects assez uniques. Et je sais pas, il se passe quelque chose avec ce jeu. Les tirages que j'ai pu faire sont vraiment venus me remuer en profondeur. Il s'agit du Hey How, non, je dis une bêtise, du Hayworth Tarot de Jessica Hayworth. Je mettrai les noms dans la description. Mon anglais, il est peut-être pas toujours génial. Donc on a des tranches neutres comme ça. Alors, je te montre un petit peu. Le soleil. Ce soleil noir comme ça. Ce soleil noir, ouais, qui... Alors on ne sait pas si c'est lui qui coule sur les tournesols ou... je le trouve puissant. Cette carte de la mort, c'est du génie. Toute blanche, toute vide, ou peut-être toute pleine. À toi de voir. Mais j'adore. Tu vois, il n'y a rien dessus et je pense que c'est une des cartes de la mort qui serait dans mon top 10 des cartes de la mort si je devais en faire un. La carte qui vient après, là, je la vois un petit peu apparaître, c'est celle qui est venue le plus me faire travailler. Elle m'est revenue à de nombreuses reprises cette année. Je sais pourquoi. Je pense en tout cas l'avoir intégrée. Mais je la vois, elle me fait encore des frissons là. C'est la carte de la force. Voilà. Dans quelle mesure on fait usage de la force? De quelle force est-ce qu'on parle? Dans quelle mesure on peut parfois se faire violence? Parce qu'il faut être fort, hein, volontaire. Voilà, elle me marque énormément. Elle est venue me montrer un aspect de la force dont je te reparlerai un petit peu plus tard quand je te ferai le point sur les cartes qui représentent mon année 2024 et 2025. Donc ce sera plutôt en fin de challenge. Je la trouve vraiment forte, cet as est très beau. Voilà, tu vois, on va retrouver, pas sur toutes les cartes, hein, il y en a qui sont tout à fait respectables, et puis d'autres qui vont être un peu dégueux comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Le roi de bâton. On va notamment retrouver pas mal de boyaux et de tripes, notamment sur tous les cavaliers, je crois, pas mal de personnages de cour. Voilà, la reine de bâton qui nous apparaît dans cette flamme-là d'allumette. Je la trouve puissante. Voilà, on va avoir des choses comme ça. Des cartes assez atypiques aussi, où elles vont vraiment aller nous questionner sur pourquoi ce choix d'illustration. Et ça va nous emmener vraiment à revisiter les cartes, à réinventer notre rapport, notre vision. Et c'est ça que je trouve super riche. Voilà, là tu as un exemple de cavalier, le cavalier d'épée, là avec toutes ces tripes de partout. Le cavalier de bâton qui
à valeur de feu. Ça fait sens avec ce côté du cavalier de bâton, tête brûlée, hein, un petit peu. Le 10 de coupe, on a l'impression d'assister à une sorte de rituel. Le 4 de pentacle, où il a les 4 membres qui s'enfoncent dans le sol comme ça. Cette ermite, j'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà, le 2 d'épée là, avec carrément les épées qui lui transpercent les yeux. Je trouve ce jeu vraiment très intéressant. Je suis loin d'avoir fini de l'explorer. Je pense qu'on pourrait l'explorer sans fin. Que ça peut nous emmener à toucher des parts de nous, peut-être parfois inconfortables, mais qui ont besoin d'être visitées, de faire entrer la lumière. Donc voilà pour le Haworth Tarot, qui de base n'est pas forcément mon style d'univers, mais pour lequel j'ai un énorme coup de cœur en termes d'originalité, de création et de profondeur projective qu'on peut y trouver. Voilà. Pour le Haworth Tarot, créé par Jessica Haworth, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Hop. Ensuite, je vais te montrer un dernier jeu qui n'est pas mon style de base, et là pourtant j'ai eu un coup de cœur visuellement. Alors, c'est le Peculiar Pathway. Alors pourquoi c'est pas mon style de base? Parce que c'est un jeu sous forme de collage, qui a été créé avec des collages. Et j'ai souvent beaucoup de mal avec ce type de jeu, parce que je trouve souvent que les cartes sont trop chargées et ça me brouille la vue, j'ai du mal à m'y retrouver. Souvent, il y a tellement d'éléments mêlés dans les collages comme ça, que je trouve que c'est pas net, pas fluide. Et après, je me l'explique pas vraiment non plus, hein, je suis moins sensible à cet art-là. Pourtant, le Peculiar Pathway Tarot, qui a été créé donc par Lennox Rhys, esthétiquement, ça a été un coup de cœur. Je te montre. Donc, c'est des cartes linen qui arrivent dans une tech box aimantée comme ça. Le dos de deck. On a les tranches. J'adore. Vert, kaki clair comme ça. J'aime beaucoup. Alors, ce qu'a fait la créatrice pour ce jeu, c'est qu'en fait, on a... Ah oui. Non, je ne sais pas pourquoi elle était retournée. Alors, attends. D'accord, on a le jeu qui est un petit peu fichu n'importe comment. Voilà, ce sera mieux. Alors, le principe de ce jeu, tu vois, c'est qu'on va avoir sur chaque illustration un fond, un paysage comme ça. On va avoir un encadrement sur lequel on va retrouver des végétaux, des plantes, des fruits, parfois des insectes aussi. Et on va avoir en centrale une image qui fait un peu cabinet de curiosité, je trouve, comme ça. Une image un petit peu vintage, en noir et blanc, qui dénote du coup et qui ressort particulièrement par rapport aux cartes. Alors ce que je trouve super dans ce jeu-là, au-delà du fait que visuellement je le trouve très beau, c'est qu'on va avoir du coup ces différents niveaux de lecture grâce aux différentes informations, tu vois, à ces 3 plans. Ça va permettre, voilà, d'aller piocher dans
différents ressentis, différents symboles, d'avoir une lecture comme ça à plusieurs niveaux, qui peuvent permettre parfois d'aller plus en profondeur ou de tilter sur un élément auquel on ne se serait pas attendu. Donc je te montre quelques cartes comme ça. Le 10 d'épée, 2 d'épée, avec cette clé enfermée dans cette bouteille. Est-ce qu'on a envie d'aller l'ouvrir? Le 5 de bâton, que j'aime beaucoup, ça me fait penser souvent au 5 de bâton qu'on retrouve dans les tarots de Robert M. Place, si tu connais. Il va avoir une vision du 5 de bâton où voilà, ça va rarement être des mecs qui se bagarrent comme on a l'habitude dans le Rider-Waite-Smith. Ça va souvent être des mains dont des flammes sortent du bout des doigts. On va avoir un rapport beaucoup plus marqué à la créativité, à cet élan de feu, d'inspiration qui jaillit, qui nous prend, qui peut nous consumer et dont il faut faire quelque chose pour ne pas qu'il nous consume justement. Et je trouve qu'on retrouve cette idée dans ce 5 de bâton là avec ce zippo. Donc là, tu vois, c'est le 3 de coupe et on va retrouver par exemple une notion d'abondance et de fertilité avec les fruits, les champignons, la citrouille qu'on a en encadrement. On voit un champ qui semble être un terrain plutôt fertile en arrière-plan. Et on va avoir, tu vois, sur la carte centrale, cette grande coupe assez luxuriante de fruits avec ses oies, je pense, devant, qui laisse là penser le rassemblement, le rapport au plaisir, à la joie de vivre, au partage, un côté très, très jovial, très épicurien peut-être. Donc voilà, le Peculiar Pathway, je trouve que c'est vraiment une réussite. Le montage, le collage qui a été fait dessus, les couleurs, les symboles, il me plaît beaucoup, il me parle beaucoup. Je ne l'ai pas encore suffisamment exploré. J'ai fait quelques tirages avec, mais il y a un livret qui vient sous forme de PDF, il me semble, assez complet, qui permet vraiment d'aller appréhender tous les symboles qui ont été choisis. Donc voilà un jeu qui de base n'est pas forcément mon style, mais qui là m'a conquise. Comme quoi, il faut jamais rester figé sur des a priori. Cette carte de l'ermite, je crois que c'est une de mes préférées. Les couleurs, je ne sais pas si elles ressortent bien à la caméra, mais... Voilà pour le Peculiar Pathway Tarot. Il va falloir que je passe moins de temps à te montrer les cartes, sinon je pense que ce End of Year Tarot Tag va faire 5 heures de vidéo. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Il m'arrive assez souvent pour finir sur ce point-là, il m'arrive assez souvent de ressentir comme ça une attraction pour des jeux qui, au départ, ne seraient pas mon style. Et honnêtement, j'aime bien me laisser surprendre parce que la plupart du temps, ça s'avère super riche en exploration. C'est pertinent. J'ai pas été appelée par ce jeu-là pour rien. Donc je vous invite des fois à tenter des choses qui peut-être sont pas dans vos habitudes, mais qui pourraient venir enrichir votre pratique, votre perception et nos sensibilités. Faut pas oublier qu'elles évoluent aussi, hein, c'est ça qui est chouette. Je bois une petite gorgée et je passe au point 5. Alors si vous m'en voulez pas, 5 petites secondes parce que mon chat a ouvert grand la porte, je vais la fermer.
Parce qu'ici, chez moi, pardon pour la caméra qui bouge, évidemment, les chats sont rois. Hein. Nous sommes leurs humains plus que ce sont nos chats, je pense. Donc, il faut que les portes puissent s'ouvrir à leur guise, n'est-ce pas? Sinon, pas content. Donc voilà, et là j'ai la Mimi en face de moi qui dort, qui ronfle même. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais, ma Mimi ronfle. Voilà. Alors, le point numéro 5, on se reprend. Point numéro 5. Mon association duo favori pour accompagner mes tirages de tarot. Alors, cette année, en début d'année, je me suis replongée dans le tarot de Marseille et j'ai aussi eu très envie de me former à la cartomancie traditionnelle. J'avais des petites notions, parce que je me souviens quand j'étais ado chez moi, il y avait dans la bibliothèque un livre ABC de la cartomancie, et le même, je crois, ABC du pendule. C'était pas des livres qui étaient utilisés, mais ils étaient là. Puis donc, j'aimais bien fuiner dedans, et avec un jeu de cartes. C'est un souvenir qui m'est revenu il n'y a pas longtemps, ça d'ailleurs, en retrouvant ce livre-là. Lors du déménagement de mon papa de cœur. Et j'ai eu envie de revenir à la cartotradi. J'ai fait la formation de Yéna sous Shadow, que je te recommande fois 1000 si tu as envie un petit peu d'aller voir du côté cartomancie traditionnelle. Et je me suis régalée. Sa formation, c'est vraiment une pépite. Je trouve qu'elle a un art de la transmission qui vaut vraiment le détour. Elle sait faire vivre ses contenus de façon à ce que ce soit un apprentissage qui soit vibrant, quoi. Bon, après, c'est certainement propre à chaque personne, hein, ce qui vibre ou pas avec nous. Mais en tout cas, je te recommande d'aller jeter un coup d'œil si tu as envie de t'intéresser à ça. Et du coup, tout au long de l'année, forcément, ce que j'ai le plus associé à mes tirages de tarot, ce sont des jeux de cartes. Des jeux de cartes à jouer, tout simple. Un jeu de 52. Dans cette petite pochette, j'ai le premier avec lequel j'ai fait la formation et j'ai commencé à travailler. Ils sont trop bons parce que j'ai mis de l'encens dans la pochette qui a d'ailleurs coloré les tranches un petit peu. Donc ça, c'est un jeu vraiment tout pourri, hein, que j'avais déjà à la maison. Et sur lequel, du coup, pour l'apprentissage, je m'étais noté comme ça des mots-clés, un petit peu dans tous les sens, en droit, en vert, sur les côtés. Voilà, donc tout ce qu'on a de plus classique en termes de jeu de cartes. Et quand j'ai commencé à être un petit peu plus à l'aise, j'ai utilisé, parce que j'ai un grand amour des objets qui ont vécu, qui ont une histoire, qui ont un parcours, qui ont un passé. Mon papa de cœur m'a vraiment donné le goût depuis mon enfance, des vides-greniers, des brocantes, des vides-maisons, d'aller chiner comme ça. Et j'ai gardé cet amour-là. Il me tarde d'ailleurs que la saison des vides-greniers au printemps là, se lance. J'aime autant vendre moi-même, faire mes petites stands de vide-greniers que m'y balader. Je trouve le contact qu'on peut y avoir avec les gens et tout, c'est vraiment précieux dans ce monde d'aujourd'hui où je trouve que le contact se perd de plus en plus, tout doit aller de plus en plus vite, on a du mal à aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Petite parenthèse que je referme. Donc ce jeu, c'est un jeu vintage que j'ai pu trouver, qui est, à mon avis, je pense pas me tromper, un Grimaud, parce que ce dos de deck-là, c'est un dos de deck qui est assez classique de jeu édité par Grimaud dans les années 60-70, il me semble. J'ai notamment la version du Grand Teteia Tarot des années... il me semble que mon exemplaire est des années 60, début 70 ou fin 60, et qu'il y a ce dos-là.
Donc on voit que c'est un jeu qui a vécu. Il sent le vieux, il sent le grenier, il sent la fumée. Et à chaque fois, j'ai les doigts, là j'ai un petit dépôt sur les doigts de tout ce qui est imprégné sur ce jeu. Donc voilà, j'ai pas mal utilisé celui-ci par la suite parce que j'y prends plaisir à utiliser ce vieux machin. Là on a le tampon, vous voyez. Donc celui-ci, je pense qu'il date des années 1970. J'ai un jeu plus ancien également que je vous montrerai dans une autre catégorie un peu plus tard. Et j'aime bien également, j'adore, à défaut de pouvoir acquérir un authentique, un originel, j'aime beaucoup aller chercher comme ça des jeux de cartes anciens ou tarots anciens qui ont été, comme on dit, des facsimilés, qui ont été réimprimés à partir des images qu'on peut trouver dans les musées. Et là, c'est le Samuel Art & Co Playing Card que j'ai beaucoup utilisé cette année. Alors, il est publié chez US Game. Tu peux le trouver sur les grands sites en ligne, sans souci. Alors, pourquoi j'adore celui-là? À l'origine, il datait de 1844-1858. Pourquoi j'aime beaucoup celui-ci? Parce que déjà, on a les coins à angle droit. Moi, j'adore ça. On a les grains de papier vieillis qu'on va retrouver, avec même parfois des différences de nuances de couleurs entre les cartes selon celles qui étaient plus ou moins abîmées, marquées par le temps. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Et j'aime beaucoup le fait du coup sur ces jeux anciens qu'on n'ait pas les chiffres à l'angle des cartes, mais uniquement le symbole, ici le trèfle. Alors pour jouer aux cartes, c'est pas pratique, mais pour la cartomancie, pour tirer les cartes, visuellement, ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien les personnages. J'aime bien leur expression de visage, leur tenue très opulente, très détaillée comme ça. Je vous montre quelques-unes. Le roi de cœur. Notre roi de carreau, Hector? Non, je me trompe. Je dois me tromper dans le nom du personnage. Ah non, c'est César, le roi de carreau. Oui, Hector, c'est un valet. L'as de pique, où on retrouve un petit peu, comment on dit, la patte du créateur, du dessinateur, avec une illustration comme ça propre à lui, qu'on retrouvait souvent sur les as de pique. Voilà pour les jeux de cartes à jouer classiques et que j'ai, voilà, c'est vraiment le type de jeu que j'ai le plus utilisé en 2024 en association avec le tarot. Alors, je te montre pas avec quel tarot particulièrement parce que peu importe le tarot en fait, hein, c'est ce que j'ai le plus utilisé avec tout un tas de tarots différents. Et pourquoi je trouve ça vraiment génial d'intégrer la cartomancie traditionnelle à ma pratique, parce que le tarot souvent, en tout cas de mon sentiment, de ma perception, va avoir un côté
très philosophe, très spirituel comme ça. Et le jeu de cartes classique, lui, il va être beaucoup plus concret, beaucoup plus axé sur les choses et le langage du quotidien. Euh, Ce qui fait que associer les deux, ça permet voilà, d'avoir un panel où on va aller chercher des éléments comme ça en profondeur, à méditer en profondeur, et on va pouvoir retrouver des éléments beaucoup plus concrets en termes de sentiments humains, de conseils très axés sur nos vies de tous les jours. Donc je trouve que c'est vraiment une richesse apportée à ma pratique que j'ai commencé du coup en 2024 là, à intégrer à mes consultations et ça donne de très bons résultats. Et un deuxième jeu que j'ai adoré associer à mes tirages tarot en 2024, tu dois le connaître, c'est l'Oracle de Marseille qui a été créé par Lucie et Raphaël, auto-édité. Alors, ce jeu-là, le principe, c'est qu'il reprend le type d'illustration, le type de trait et de couleur, quoique, les couleurs pas sûres, mais le type de trait en tout cas du tarot de Marseille. Mais il s'agit d'un oracle avec sa numérotation propre, ses mots-clés. Il y a des mots-clés que j'avais jamais vus nulle part, que je trouve vraiment super intéressant comme apport dans un tirage. Donc je l'ai beaucoup utilisé celui-ci en association avec le tarot de Marseille. Je l'ai aussi utilisé seul. Il y a peu d'oracles que j'utilise seul. La plupart du temps, je vais vraiment utiliser le tarot et les autres jeux en association. Mais les seuls oracles que j'utilise seul en général, ça va être le Béline. La cartomancie tradie, je commence aussi. Et celui-là, même seul, j'ai eu des résultats super intéressants. Et alors en association au Marseille, c'était vraiment top. Voilà, la contorsionniste, le troubadour. Voilà, c'est pas des notions qu'on va retrouver partout. Et on a des cartes, vous voyez, qui reprennent des cartes de tarot bien connues, comme ici la carte de la tour, qui s'appelle aussi la tour, mais qui a une numérotation tout à fait différente. On a des petites subtilités. Là, par exemple, il est en train de se prendre une brique sur la tête au passage. On retrouve le choix, ils ont fait le choix de mettre une porte à cette tour, ce qui n'est pas le cas sur tous les tarots de Marseille. Pour comprendre la symbolique, je vous invite vraiment à aller voir leur site, parce que pour chaque carte, ils nous ont fait des textes super détaillés, qui permettent vraiment d'aller appréhender l'essence de chaque carte, les symboles, le choix des mots-clés, l'imprimeur, les efforts, la peur. J'ai l'impression que dans ce jeu, alors sans avoir une connaissance très approfondie, mais du peu que je peux en connaître, j'y ai trouvé quand même pas mal de symboles maçonniques. Alors est-ce que c'est volontaire ou non, ou une vue de mon esprit, je ne sais pas, mais à explorer. La tisseuse, j'aime beaucoup cette carte. Le voyageur sur son éléphant, elle est très belle. Voilà pour l'oracle de Marseille, du coup, que j'ai beaucoup utilisé en association avec le tarot de Marseille. Tiens, je peux peut-être te montrer... je vais prendre un tarot de Marseille. De toute façon, au point où on en est, la vidéo, elle va être longue. Donc autant qu'on se fasse plaisir et puis qu'on discute. En tout cas, je discute. J'espère que ça vous fait plaisir de m'écouter.
Ouh, cette mort. Là, c'est le tarot of the new incarnation. Non, je dis des bêtises. À force, je mélange. Le tarot de l'incarnation, tout court. Créé par Anne-Julia Ossina, paru aux éditions Arcana Sacra, que j'adore, qui a rejoint ma collection cette année aussi. Et cette carte de la mort sur fond noir, je vous en parlais tout à l'heure. On retrouve les lettres hébraïques aussi sur les majeurs. Je la trouve vraiment poignante. Je l'adore. Je la trouve très belle. La façon dont ça la fait ressortir. Pour vous montrer un petit peu, on peut se faire rapido. Voilà, je mélange pas bien, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu visuellement ce que ça peut donner en association. On va se prendre 2 cartes ici. Alors les cartes pour ce jeu, elles sont pas dégueu, mais à brasser délicatement parce que ça s'abîme quand même. Les tranches qui déchirent un petit peu le bord, vous savez. Le bord des illustrations. Alors, vous voyez, visuellement, ça marche tellement bien avec le tarot de Marseille. Pour moi, c'est vraiment un régal. C'est vraiment un prolongement qui se fait de façon assez fluide, du coup, sur un tirage. Et là, vous voyez, c'est assez rigolo. On a la roue de fortune qui est sortie. Et si on ne savait pas trop de quel côté la prendre, parce que la roue de fortune, elle peut nous parler de plusieurs notions. Hein, elle n'est pas toujours évidente à situer dans notre contexte. Ici, on a à côté la carte de l'engrenage. Et ce 7 de denier, là, pareil, on a quand même l'impression que ce denier, là, ici, qui essayait peut-être un petit peu de se hisser au-delà des autres, il se retrouve un petit peu pris en étau, un petit peu coincé. On a cette carte ici qui vient nous confirmer que, oui, en effet, la roue de fortune ici nous parle peut-être qu'il va être temps d'activer la manivelle différemment, parce qu'on est en train de se coincer dans une situation qu'il est grand temps de faire bouger. Et si elle bouge d'elle-même, si on attend qu'elle intervienne d'elle-même avant nous d'y aller, ça va peut-être pas être super agréable. Allez hop. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'avais envie de vous montrer sur les associations que j'ai préféré faire sur l'année 2024. On a donc la cartomancie traditionnelle avec les jeux de cartes à jouer et cet oracle de Marseille qui est celui après que j'ai le plus utilisé. Je range un petit peu mon bazar, vous m'en voulez pas. Je vais aussi boire une petite gorgée de mon infusion. Là d'ailleurs, je vous ai pas dit là mon infusion. Je l'ai prise à côté de moi pour vous la montrer parce que c'est vraiment une tuerie cette infusion. C'est les Petits Pirates de la maison Bourgeon. Elle est vraiment super gourmande, super chaleureuse. Je l'adore. Elle est assez atypique. Ils font des recettes qu'on ne retrouve pas partout. J'aime bien la maison Bourgeon. Et ici, regardez, on a amandes grillées, noix de coco, ananas, papaye, pommes raisin, amandes, bâton de cannelle et popcorn. Franchement, c'est un délice. Je vous recommande si vous cherchez des infusions un petit peu originales qui ont du goût, vraiment. Parce que moi, j'ai besoin qu'elles aient vraiment du goût, quoi, mes infusions. Je les laisse infuser très longtemps, d'ailleurs. Alors, le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est le dos de deck. Mon dos de deck préféré de l'année. Alors, j'ai choisi
de vous parler du Alter Tarot, que vous connaissez certainement si vous êtes passionné. Vous avez sans doute suivi la sortie de cette pépite, qui est en fait un tarot donc, créé par Yena Soul Shadow. Un tarot qui va mélanger tarot et, justement, cartomancie tradie. Ah, il y a une carte qui s'est perdue. Ma deuxième justice, elle est perdue. Parce que dans ce tarot, donc, il y a 2 propositions pour la carte de la force et 2 propositions pour la carte de la justice. Vous voyez, ça, c'est celle que j'ai laissée de côté pour la force. Donc, ce tarot créé par Yena, il marie en fait les significations du tarot et les significations de la cartomancie tradie. Donc, on va avoir des associations. Là, tu as une carte avec des mots-clés pour chaque suite pour t'y retrouver. Donc, tu vas avoir, par exemple, tu vois, le focus, voilà. Le trèfle, qui est associé à la suite des deniers. Le carreau au bâton. Les coupes au cœur. Et les piques aux épées. C'est un tarot qu'elle a créé aussi en s'aidant de l'intelligence artificielle. Mais il y a énormément de travail derrière, de travail de construction, de fondation, d'association entre tarot et cartomancie, d'aller rechercher de recherche d'images dans des cartes postales, dans des vieux livres, dans plein de choses, pour pouvoir ensuite les retravailler, les remettre en couleur, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui lui a pris quand même un sacré temps de conception, derrière lequel il y a beaucoup de travail. C'est pas fait à la va-vite en rentrant 3 mots dans ChatGPT, hein, c'est pas ça. On est quand même là sur en termes créatifs. Alors certes, pas en termes artistiques dans le dessin, mais en termes de créativité pour la conception de ce jeu et de travail derrière, il est d'une grande richesse. Bravo pour cette création, Yana, si tu passes par là. Donc, je vous montre rapido quelques cartes parce que je pense que vous le connaissez très bien. Et donc, on a à chaque fois le nom de la carte ici et un mot-clé pour nous aider. Mais moi, regardez, on dirait ces grands-pères feuillages. J'aime beaucoup ce 9 de denier avec cette porte ouverte sur tout un monde fleuri. Donc moi, je voulais vous parler du dos de ce deck. Alors, il y a beaucoup de dos de deck que j'adore. Oh, regardez les tranches. Beaucoup de dos de deck que j'adore, mais j'ai choisi celui-ci, le Alter Tarot. J'aurais pu le mettre dans plein d'autres catégories. Mais j'ai choisi de vous parler du dos de deck parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Pourquoi ? Alors là, du coup, je vais vous raconter un truc assez intime dont je pense que j'ai jamais parlé sur mes réseaux. Donc, je vous montre ça de plus près. La luminosité a beaucoup baissé là du côté de chez moi. J'espère que c'est quand même pas trop dégueu à la vidéo. Alors, ce dos de deck il m'a marqué parce que il est venu toucher en moi une expérience assez forte que j'ai vécue, qui reste toujours, qui m'a beaucoup marqué, qui est empreinte de beaucoup de mystère encore pour moi aujourd'hui. Alors, il m'est arrivé du coup de voir des apparitions dans le ciel. Et là, je ne te parle pas de s'amuser à regarder les nuages et à imaginer de quel animal ou de quel objet leur forme se rapproche le plus.
Je te parle vraiment d'une apparition assez nette et qui laisse peu de place aucune place au doute en fait, hein. Donc pour te raconter celle qui m'a particulièrement marquée, ça m'est arrivé 2 fois. Mais celle qui m'a le plus marquée, donc je ne sais pas si tu me connais et si tu me suis sur Instagram, mais sinon tu sais sans doute du coup qu'en 2018 j'ai déclaré un cancer du sang, pour être plus exact un cancer du système lymphatique, pour lequel j'ai eu du coup 2 ans de cheminement, hein. Je suis aujourd'hui guérie. Et en fait, quelques mois avant que ce cancer me soit diagnostiqué, donc si tu ne le sais pas, hein, un cancer, au moment où on te le diagnostique, on te dit quand même qu'il doit se développer depuis quelques années, au minimum 1 an. Parce que le temps qu'il puisse devenir visible aux examens, c'est-à-dire qu'une cellule cancéreuse toute seule, elle n'est pas visible aux examens. Il va falloir qu'il y ait une masse, et le temps qu'une masse se forme, ça va prendre des mois et des mois. Et donc quelques mois avant qu'on me diagnostique ce cancer, hein, qui est en fait, on appelle ça un lymphome, les cancers du système lymphatique, un soir, donc c'était une période de ma vie assez compliquée, j'étais pas bien, hein, honnêtement, dans ma tête, dans mon cœur, j'étais dans un mood assez sombre. Euh, et je m'étais assise au balcon la nuit. Je regardais le ciel, j'arrivais pas à dormir. Et je m'étais mise à parler à voix haute. Alors, est-ce que je parlais à mon âme? Est-ce que je parlais au ciel? Est-ce que je parlais... Tu en fais ce que tu veux. En tout cas, je parlais à une énergie, qui transcende tout le reste. Euh, Peut-être que je parlais à la source, à mes guides. Chacun, selon ses croyances, il verra ce qu'il a envie d'y voir. Mais voilà, je parlais ce soir-là et je me confiais, j'exprimais mes questionnements, mes émotions, mes peurs, mes colères, mes peines. Et le ciel était très couvert de nuages cette nuit-là. Et à un moment donné, ça s'est passé vraiment comme sur cette carte. C'est-à-dire que à un point du ciel, au niveau de la Lune, les nuages se sont dégagés d'un coup pour laisser vraiment un espace libre sans nuages. Et les quelques brins de nuages qu'il restait juste devant cette Lune ont formé une image assez impressionnante. Je ne te le détaillerai pas, mais une image qui laissait aucune place à, à l'ambiguïté en fait, hein. Elle apparaissait très clairement, hein, et une image glaçante qui m'a laissé penser que quelque chose de grave allait arriver. Et plus tard, j'ai compris, en tout cas c'est comme ça que je le vis dans mon histoire, hein, que c'était l'annonce de ce chemin, de cette expérience de la maladie, de cette épreuve que j'allais être emmenée à vivre. Et qu'il était temps de faire face à moi-même, à mes démons. Et quand j'ai vu cette carte, ce dos de deck là du Alter Tarot, ça m'a ramené directement à ce moment-là, à cette expérience-là. Autant te dire que rien que de t'en parler, là, ça me fait des frissons. Si tu as envie que je te partage autour de cette expérience de vie-là, n'hésite pas à me le dire. Je pense que je ferai d'autres vidéos dédiées ou de partage d'expérience. Donc voilà pourquoi ce dos de deck de l'Alter Tarot est celui qui m'a le plus marqué pour l'année 2024. Alors écoute, nous sommes au point
Numéro 7. 3 x 7, 21. Ouais, donc je pense que ce sera une vidéo qui sera en 3 parties. Je vais faire le dernier point, le point numéro 8, qui sont 2 jeux que je vais te montrer dont j'ai adoré les thèmes. Et puis ensuite, je m'arrêterai là pour cette première partie. Et je pense que je te ferai la seconde partie la semaine prochaine. Alors, 2 jeux dont j'ai adoré le thème. Je reprends le jeu que je te montrais tout à l'heure. Je t'ai dit que je l'avais mis dans une autre catégorie. C'est le Lookbox Tarot de Tarotmania. Alors, ce jeu-là, c'est aussi donc le jeu que j'ai le plus utilisé dans les types Rider-Waite-Smith pour moi-même en 2024, mais ça a aussi été un de mes thèmes coup de cœur que j'ai le plus apprécié explorer. Le principe de ce jeu, donc je te montre le dos de deck, tranche blanche. J'ai tellement eu un coup de cœur pour ce jeu qu'il est sorti une première fois dans une version avec des cartes très fines, pas hyper bien centrées. Et j'ai tellement eu le gros coup de cœur que dès que la deuxième version un peu plus qualitative est sortie, je me la suis procurée. J'avais fait un échange avec une copine, avec Audrey, sur la première version de ce jeu. Alors, lootbox, c'est quoi? Les lootbox, ce sont des planches illustrées, des gravures qui datent à peu près, il me semble, du XVIIe, XVIIIe siècle. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises, quand même, ce serait dommage. Tu vois, on a un certificat d'authenticité qui vient ici. On a une carte pour le cavalier et la lady, qui peuvent en fait être le consultant et la consultante. Et je vais regarder. Ouais, 18e, 19e siècle. Donc ce sont des gravures, des planches illustrées de cette époque-là en Russie. Où la société russe à ce moment-là était très marquée par la division entre d'une part la noblesse et d'autre part le petit peuple. Et du coup, l'art qui était communément admis, accepté et légal à cette époque-là, c'était bien évidemment l'art issu de la noblesse. Et le peuple, du coup, avait lui aussi envie de se saisir de l'art pour pouvoir représenter des choses qui étaient plus proches de sa vie à lui. Un art qui pouvait servir à conter des histoires, qui pouvait servir de support à des jeux, qui pouvait servir bien sûr aussi à simplement dépeindre le quotidien du peuple, des campagnes. Et également qui pouvait être aussi un art critique de la société qui dénonce des injustices sociales de manière un petit peu humoristique et satirique. Et ici, pour créer ce jeu, Eugène Vinitsky et Sergueï Savchenko ont en fait été chercher comme ça dans l'histoire ces gravures anciennes, russes de cette époque, pour recréer un tarot à partir de ça. Il y a un travail historique derrière qui est vraiment de grande qualité. Les images de style un peu moyenâgeuse comme ça, j'apprécie beaucoup cet univers. Il est plein d'humour. Il est parfois empreint de contes. Il va avoir des spécificités qu'on ne va pas retrouver dans d'autres tarots et qui nous emmènent à voir les cartes sous un autre angle aussi, à voir certaines nuances qu'on n'aurait peut-être pas perçues avec le Rider-Waite-Smith classique. Ah, regardez cette tasse de coupe, pour vous donner un exemple, pardon, je commence à bugger dans mes mots parce que je suis fatiguée. On voit ici une coupe qui est remplie, alors pas d'eau, on a la source qui coule en dessous, mais là la coupe elle est plutôt remplie, alors peut-être de vin, peut-être de sang, peut-être que c'est le rouge de la passion, de l'amour, on ne sait pas trop.
On a ce bonhomme-là qui est en train de se noyer un petit peu, lui qui est en train de vivre sa meilleure vie avec sa sirène. Mais au-delà de l'as de coupe classique, du coup, qui va être souvent associé, oui, à l'amour, au bonheur, la joie, la connexion, les sentiments naissants, l'ouverture du cœur. Ici, on a vraiment aussi la notion que on peut aussi se perdre dans les chimères du cœur, dans l'illusion des émotions. On peut s'y perdre, on peut s'y noyer, on peut se laisser déborder. Et j'aime beaucoup cette carte du coup. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu-là, pour cet univers. J'aime tout dans ce jeu. Pourquoi je suis sensible particulièrement, je ne saurais pas vous le dire. Mais ouais, il vient vraiment connecter à ma sensibilité et tout l'humour qu'on peut y retrouver, la critique sociale aussi, et puis certaines illustrations très empreintes du monde des contes. Voilà, ça a vraiment été un grand coup de cœur sur mon année. J'adore ces couleurs là ici, pour la carte de la lune. On a un livret qui est très bien fait. Toutes les scènes le choix des scènes est expliqué en détail. C'est super intéressant. C'est Napoléon là. La roue de fortune avec le carrousel, d'un côté le soleil, la pluie. Je l'aime beaucoup. Le 7 de denier, qui est d'habitude plutôt une carte de patience, de laisser faire les choses à leur rythme, le rythme de la nature peut-être. C'est peut-être pas forcément le moment d'intervenir. Là, on a ce bonhomme qui force en fait, qui essaie de forcer à tout prix. Et du coup, est-ce qu'il n'abuse pas de sa volonté qu'il voudrait toute puissante à ce moment-là? C'est une question qu'on peut se poser. Ce page de denier ici, regardez, on voit qu'il est concentré, passionné par tout ce qu'il découvre. Il a des livres, des plans. Mais est-ce qu'il négligerait pas ses relations? Est-ce qu'il n'est pas à deux doigts de tomber dans une fosse là, sans s'en rendre compte, tellement il est plongé et captivé par toutes ces découvertes? Est-ce que il est toujours bien ancré dans sa réalité? Voilà, c'est un jeu qui est vraiment super intéressant. Je le mettrai dans mes tops de mes découvertes de l'année, sans hésitation. La carte du chariot est très belle. Donc voilà, pour le Lookbook Tarot, qui est un des jeux dont j'ai adoré le thème. Regardez, en train de lui piquer sa poule. Voilà. Pour le Lookbook Tarot, qui est un jeu que j'ai pas beaucoup vu chez d'autres personnes, en tout cas dans les personnes que je suis, dans l'univers tarot-cartomancie, et qui, je trouve, mérite vraiment à être connu. Et je vais te montrer un dernier jeu. Alors celui-là, je ne l'ai jamais vu passer, je pense. Je ne l'ai jamais vu passer nulle part sur Insta. Je ne l'ai pas vu non plus trop dans des partages YouTube des personnes que je connais. Il s'agit... Alors, c'est un jeu avec lequel je ne tire quasiment pas les cartes, mais qui va être plutôt là aussi un support de réflexion, de connecter à certaines parts de sensibilité en moi, d'élargir ma perception du tarot, des arcanes. Il s'agit du Gift of Life Tarot. Alors, ce tarot-là,
Il a été édité par Consciousness Rising, qui est une association, une organisation, en tout cas il est dit, à but non lucratif, et qui a été créé à partir de photographies de la photographe Alice Smith, qui, lors de ses multiples voyages dans le monde, a fait de nombreuses photos, donc c'est son métier, hein, elle est photographe, et elle a choisi là de réunir des photos sélectionnées dans toutes ces années de travail pour créer un tarot. Donc dans les pays qu'on voit apparaître dans les cartes, on a notamment ici Haïti, Inde, Panama, Costa Rica, le Bénin, Afrique du Sud, République dominicaine, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Portugal et d'autres encore. Alors, pourquoi gros coup de cœur au niveau du thème de ce jeu? Les cartes sont grandes, sont des grandes cartes. J'ai des grandes mains. Parce que on a souvent tendance à percevoir, alors avec cette histoire de il faut démocratiser le tarot, en faire un outil super moderne et super concret pour notre pratique et tout ça, des fois peut-être que justement on s'éloigne de sa dimension aussi. Alors, je trouve ça bien, hein, d'une part, mais je trouve bien aussi de garder une part de sacré, de philosophie, et d'aller voir le tarot d'une façon peut-être parfois un petit peu moins axée sur nos sociétés modernes, mais plus en termes de sagesse universelle. Et je trouve que ce tarot-là, c'est à ça qu'il m'invite. Il me ramène à la simplicité, à l'essence des choses, à l'humain, vraiment l'humain en tant que tel, dans ce qu'il y a de plus profond dans l'humain, au-delà des sociétés dont il peut faire partie, des cultures dont il peut faire partie. Je trouve qu'il est empreint de cette humanité, de cette simplicité, de cette sagesse, du retour à l'essentiel. Il me touche énormément. Je suis désolée pour les personnes qui ont un problème avec les pieds. Je vais enlever la première carte, mais c'est l'As de denier et je trouve ça brillant. Il me touche énormément, ayant vécu à La Réunion quand j'étais adolescente et ayant un compagnon qui est malgache, qui a grandi à Madagascar, puis à La Réunion. Donc j'ai une belle famille malgache. Ce jeu me parle sous de multiples aspects. Donc je vous montre quelques cartes. Et c'est vrai que de voir le tarot comme ça, sous un angle un peu détaché de nos sociétés riches, ultra-capitalistes, modernes, matérialistes, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça nous amène à connecter autrement à l'essence des cartes. Parce que je pense que le tarot n'est pas seulement fait comme ça pour gérer ton entreprise et tout ça. Cette roue de fortune, elle me touche beaucoup. Elle a beaucoup touché mon compagnon quand il l'a vue parce que, vous voyez, c'est un petit bateau voilier qui a été fait à partir d'une savate cassée. Et lui, en fait, dans son enfance, va fabriquer des choses comme ça pour s'amuser. On a ici le 3 de coupe. Voilà. Le 7 de denier. Elle est trop belle, hein. 6 de bâton. Regardez là, ces deux-là. Donc les fils, ce sont les valets, hein. On a là le valet de bâton et le valet de denier. Ah, pardon, j'étais pas dans le champ. Je trouve ça magnifique. Ça ramène à une toute autre énergie des personnages de cour tels qu'on peut les avoir dans notre vision habituelle. Le 6 de coupe ici, avec
Il a un sac à dos, donc je pense que c'est une école qui est derrière. Le livret est très bien fait, il explique tout. Et là, on a cette idée, peut-être, oui, la joie, en fait, de pouvoir être réunis avec d'autres à l'école, d'avoir accès comme ça sur le monde, ce moment de jeu dans la cour de récré. Le magicien. On a un magicien très mystique ici. Le 5 de coupe. Il me procure beaucoup d'émotions. Chaque carte. C'est pour ça aussi que c'est pas évident de tirer forcément les cartes avec pour un tirage développé, parce que comme on fait face à des photos avec des personnes qui sont bel et bien réelles dans leur environnement, ce qu'elles vivent, ce n'est pas bien que la photographe ait su choisir son moment, son angle, etc. Ce n'est pas de la fiction, hein, c'est leur réalité. Donc évidemment, ça vient nous chercher quelque part où ça va pas forcément être évident de se projeter personnellement là-dedans, mais est-ce que le tarot est fait uniquement pour ça? Voilà, moi, il vient me connecter vraiment à l'essence des cartes, qui pour moi est cette sagesse universelle, humaine, lien entre terre et ciel. Donc je te montre rapidement, je ne vais pas tout te montrer. Le 4 de denier, là où il grimpe au cocotier pour aller récupérer les noix de coco, qui a beaucoup parlé aussi à mon compagnon. Là, on a un rituel à la lune, j'ai l'impression. Comme il est beau ce 9 de denier. Eh oui, tu vois, la richesse entre les mains, là. C'est autre chose. Le pendu, pour avoir accès à l'eau, il va falloir peut-être un petit peu se mettre dans des positions inconfortables, n'est-ce pas? Travail d'équipe, là, pour construire ce mur, avec le 3 de denier. Le 10 de bâton, la charge à transporter sur cette petite pirogue. Le fou. Alors on a l'enfant qui est prêt à faire qui est prêt à faire des folies là. L'as d'épée. Le soleil. Magnifique. Magnifique ce soleil. 4 d'épée. Le 8 de denier. Les femmes au travail. Là, dans le 7 de bâton, j'ai l'impression qu'on a une contestation, un mouvement contestataire. Dans le livret, vraiment, chaque photo est expliquée avec le contexte qui va avec. Ces amoureux, ils sont pas beaux. 6 de denier. Je le trouve vraiment, vraiment incroyable. C'est pas un jeu avec lequel je vais facilement tirer les cartes, mais il restera dans ma collection parce que je trouve vraiment que c'est une superbe, superbe création qui vaut le détour. Là, si je me souviens bien de ce que j'avais lu dans le livret, il s'agit d'un rituel d'honneur justement aux défunts, qui dans beaucoup de sociétés africaines, mais pas que, Amérique latine aussi beaucoup, une certaine partie de l'Asie, les morts et les vivants cohabitent en fait, et il y a vraiment un culte, il y a un amour qui se célèbre dans la joie des personnes parties de l'autre côté. Ce qui est très différent de nos sociétés occidentales, où on est mal à l'aise avec la mort, on en a peur, il ne faut pas trop la montrer, il faut qu'elle soit cachée.
hein, les personnes âgées, maisons de retraite, nos enterrements qui sont très, très tristes, noirs. Ça n'a rien à voir, le rapport à la mort. Voilà pour le Gift of Life tarot. Ce 9 de bâton là. La force. Très belle grande prêtresse qui danse avec le feu. J'adore l'énergie de ce 8 de bâton. Regardez ces visages. Voilà. C'est vraiment un jeu empreint de sagesse et qui nous emmène... ouais. Qui nous ramène vraiment à l'humain à travers le tarot. Donc voilà, je tenais à vous montrer ce jeu-là qui est un de mes thèmes vraiment qui m'a le plus touchée. Je sais pas pourquoi il m'est arrivé corné comme ça ce jeu. Mais peu importe. Un des thèmes qui m'a le plus touchée pour l'année 2024, que vous voyez pas sur mes réseaux parce qu'effectivement, c'est pas un jeu avec lequel je tire, mais je l'aime de tout mon cœur. Et voilà, donc je vous répète, The Gift of Life Tarot d'Alice Smith. De toute façon, je vous mettrai la ref dans la description. Il n'est pas très connu et je trouve qu'il mérite aussi, lui aussi, à être mis en lumière. Bah écoutez, voilà pour cette première partie de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait super plaisir. On est à quasiment 2 heures. Donc si vous êtes arrivés jusque-là, merci du fond du cœur. Je suis super contente que ça vous ait fait passer un bon petit moment passionné. Et je vous retrouve tout bientôt du coup pour la deuxième partie de la vidéo où on reprendra au point 9 et on continuera pour d'autres explorations tarologiques pour mon année 2024. Et je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, belle journée ou bonne fin de soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse de tout cœur. Ciao ciao.